suis Sophie Robin-Olivier, je suis professeure à l'école de droit de la Sorbonne de l'Université de Paris 1. Alors c'est vrai qu'il faut distinguer, parce que quand on dit le droit social, c'est très vague. Hein. Il y a une difficulté déjà de cerner ce que recouvre la matière, le droit social européen. Et on ne met pas tous la même chose dedans. Par exemple, est-ce que la libre circulation des travailleurs entre dans le droit social européen? Ou est-ce que c'est du marché intérieur? Si on s'en tient au traité, c'est plutôt du marché intérieur, puisque c'est une des grandes libertés qui est constitutive du marché intérieur. Mais bon, parce qu'il s'agit des travailleurs et de protection des travailleurs, on peut dire que ça relève du droit social si on conçoit le droit social comme étant le domaine dans lequel des règles sont développées pour protéger les travailleurs. Mais après, on pourrait dire, vous voyez, et là je pousse un peu, mais on pourrait dire le droit social, c'est le semestre européen. Enfin, si vous dites que le droit social, c'est le droit qui a une influence sur la protection des personnes vulnérables, pas seulement les travailleurs, mais essentiellement les travailleurs, mais enfin d'autres aussi, les faibles. Si vous dites que le droit social, c'est le droit qui essaye d'égaliser, c'est-à-dire d'améliorer la situation des plus faibles dans la société. Déjà, j'ouvre un peu, hein, j'ouvre un peu pour pouvoir inclure tout le droit des discriminations, qui ne concerne pas uniquement les travailleurs. Mais on peut dire que c'est du droit social, le droit des discriminations. Ou pas. Je dirais, moi je dis que c'en est. C'est du droit social en ce sens-là, qui protège les plus faibles. Si vous dites ça, on peut dire ce qui se développe dans le semestre européen, ce qui est développé comme type de normes, plus ou moins dures, mais elles ont une influence sur la situation des plus vulnérables. Donc c'est du droit, c'est encore d'une certaine manière du droit social, sans que ce soit du droit qui protège, à proprement parler, mais c'est du droit qui a un effet sur les protections en tout cas. Je crois qu'il soit absent, en tout cas ces temps-ci, les développements législatifs en matière de politique sociale sont très très difficiles à mener, ça c'est certain. Et peut-être c'est depuis l'élargissement que c'est devenu particulièrement compliqué. Il y a ça, certainement, hein, l'élargissement rend plus compliqué le développement du droit social européen, mais c'est aussi en lien avec une certaine idéologie qui prévaut, plus libérale qu'à une certaine époque, certainement, et donc tout ce qui concerne la protection des travailleurs et donc qui entrave ou limite la liberté de décision des employeurs, ce que la charte des droits fondamentaux appelle la liberté d'entreprise. Tout cela est difficile à faire avancer, certainement. Donc c'est peut-être un sens qu'on peut dire que le droit social est un absent des politiques européennes. En même temps, il y a eu beaucoup d'acquis. Il y a différentes choses, vous voyez, parce qu'on peut dire, mesurer les progrès de l'harmonisation, justement, de l'harmonisation sociale. Et si on regarde cette question de l'harmonisation, il me semble que ce qui saute aux yeux, c'est qu'on a fait beaucoup évoluer les choses en matière de droit des discriminations. Et donc de la lutte contre les discriminations, qu'il s'agisse des discriminations à raison du sexe, du genre, ou des discriminations fondées sur la nationalité évidemment, mais aussi dans des tas d'autres domaines qui sont les discriminations fondées sur toute une variété de critères, la race, la religion, l'âge en particulier à l'échelle européenne est très important, l'orientation sexuelle, je ne sais pas si j'ai déjà dit l'orientation sexuelle, bon, enfin un ensemble de critères. Donc sur le droit des discriminations, et nous Français nous le voyons vraiment très bien parce que la matière était très pauvre, très peu développée avant que le droit de l'Union s'y intéresse. Et on a vu des grandes évolutions, qui sont des évolutions qui touchent aussi à la conception de ce que sont les discriminations. Ce que sont les discriminations indirectes, ce que sont les actions positives en matière de discrimination. Alors évidemment, c'est jamais sans nuance, parce que certains diront le droit des discriminations, c'est pas vraiment du droit social. Peut-être même c'est l'inverse du droit social tel qu'il s'est développé, comme un droit de protection et non pas au fond qui consiste non pas à placer tout le monde sur le même plan, mais au contraire à assurer des protections, donc en développant des droits spéciaux, hein, des droits spéciaux pour les femmes, des droits spéciaux pour les enfants, des droits spéciaux pour les personnes âgées. Alors à ce moment-là, évidemment, ça entre en conflit éventuellement avec le droit de la discrimination. Donc certains diront que ce droit de la discrimination est un droit antisocial.
Vous voyez, c'est jamais simple, mais c'est en tout cas intéressant d'y réfléchir. Et moi, il me semble qu'un des grands acquis quand même, c'est la lutte contre les discriminations à l'échelle européenne. On n'arrive pas sur le fond à s'entendre. Ça, c'est une chose. C'est vrai que c'est difficile. À l'échelle européenne, on a des niveaux de développement différents, puis des conditions d'organisation qui sont différentes, etc. Mais c'est même pas tellement. Vous voyez, ça c'est difficile, mais en plus de ça, ce qui est difficile et ce qui fait obstacle au développement d'un droit du travail au sens qu'on a, nous, en droit interne, c'est qu'on n'a pas les mêmes questions des sources et des rapports de sources. Et on n'a pas les mêmes acteurs, les acteurs n'ont pas la même force. Vous voyez, la place des syndicats, la place des juges, pas du tout la même. Hein. L'intervention des juges dans les rapports de travail, l'intervention du législateur. Tous les États de l'Union ne conçoivent pas le droit du travail comme un droit de source législative. C'est ça qui pour nous Français aussi est un petit peu difficile, et c'est ça qui fait que l'harmonisation sociale est difficile, c'est que dans beaucoup de pays, le droit du travail est développé à partir notamment des rapports collectifs de travail, des rapports entre employeurs et salariés à l'échelle de l'entreprise qui négocient des accords, ou à une échelle plus large, à l'échelle de la branche surtout. Donc des accords collectifs qui déterminent les conditions de travail. Et donc il y a beaucoup de pays, des pays du Nord, l'Allemagne aussi, mais bon, si vous prenez le Danemark, si vous prenez la Suède, la Finlande, beaucoup de pays dans lesquels ce qui permet la protection des travailleurs, c'est la négociation. Parfois une négociation vraiment très, très locale dans l'entreprise. Donc toutes les normes générales, toutes les normes surplombantes comme ça, qui viennent encadrer la relation de travail sont difficiles à admettre dans certains pays. Mettre au point, déjà ce qu'on a fait, qui est peu, on peut dire, comme l'acquis social européen est relativement modeste, pas si modeste que ça, mais enfin il est relativement modeste. Ce qu'on a fait, c'est déjà pas mal parce que, en fait, c'est très compliqué. Non pas tant d'arriver à des solutions sur le fond, mais d'arriver à penser ensemble l'idée d'une norme comme ça générale. Sur le temps de travail, oui, effectivement. Le temps de travail, c'est un bon exemple parce qu'il y a une directive qui a été adoptée en 1993 sur certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui est une directive très compliquée parce qu'elle a cherché à la fois à poser des seuils, des durées maximales, hebdomadaires, des temps de repos, des vacances, donc des temps de congés payés. Essayer de poser des seuils communs. Donc effectivement, de réaliser une harmonisation avec des seuils, des minima qui permettraient d'avoir une protection commune, une base commune de protection peut-être mieux, à l'échelle européenne. Et en même temps, elle est remplie de dérogations, de possibilités d'exception, cette directive, qui rendent le texte extrêmement complexe et qui font que, complexe à la lecture, difficile à comprendre. Donc c'est des exceptions par secteur, des exceptions en fonction des types d'emplois, des exceptions qui peuvent passer par la loi, qui peuvent passer par les accords collectifs, qui peuvent passer par le contrat individuel, qu'on a appelé la fameuse opt-out individuel, donc ils font beaucoup parler d'eux, notamment au Royaume-Uni. Donc tout un système d'exceptions et de dérogations très complexe, et qui aboutit à la fin à ce que le minimum de protection à l'échelle européenne est finalement assez maigre, puisqu'on peut déroger, donc on va trouver dans chaque État, au fond, des types de dérogations différents, une exploitation différente des dérogations et des exceptions possibles, où finalement, si vous regardez l'Europe vue d'ailleurs, vous trouvez quand même un paysage qui est assez contrasté. Même dans ce cadre-là, donc très compliqué à harmoniser, dans lequel les États n'ont pas les mêmes points de vue, les mêmes sources, les mêmes manières d'articuler les sources, bon, c'est très très compliqué. Même là, finalement, on a quand même un socle. On a quand même un socle qui est notamment ce socle, qui est très solide et qui est très bien protégé en fait et garanti par la Cour de justice, c'est les congés payés. Les congés payés annuels. On va dire, c'est pas merveilleux, 4 semaines de congés payés pour tous les salariés européens. Ça, c'est quand même, quand on compare à l'échelle mondiale, pas rien. Et ça, c'est très bien garanti, je dis, par la Cour de justice, parce que elle a considéré que ce droit au congé était un droit pas fondamental, mais un principe particulièrement important du droit social européen, et qu'elle a assuré qu'il soit conçu de façon la plus extensive possible. Et quand je dis extensif, ça veut dire que c'est conçu comme un droit à la déconnexion complète.
Ça ne peut pas être une période où les salariés sont malades ou absents de l'entreprise pour une autre raison, en formation par exemple. C'est pas ça un congé pour la profession. Donc il y a une conception très, vous voyez, très extrême presque hein, de ce que c'est qu'un congé. Un congé, c'est ne pas être dans le travail, ne pas être perturbé par le travail, mais pas non plus par autre chose. Il faut être en loisir, en situation de se reposer. Je trouve que c'est assez extrême du point de vue des idées quand même, ce que dit la Cour. Elle le dit quand même vraiment dans ses décisions. Et puis aussi, il faut être payé. Alors que la rémunération n'est pas dans le champ, vous voyez, du droit de l'Union, on ne peut pas être réglementé par l'harmonisation européenne, à travers l'harmonisation européenne. Mais à la Cour dit, il faut être payé. Et payé pas n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous êtes représentant de commerce et que votre salaire varie en fonction des ventes, au moment où vous êtes en congé, vous ne pouvez pas avoir juste que vous avez la base minimale fixe, parce que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en congé. Si vous ne pouvez pas vivre pendant vos congés, ce n'est pas un vrai congé. Il faut donc être payé. Donc il faut que les employeurs s'organisent pour qu'il y ait une rémunération qui soit suffisante, qui permette de prendre un vrai congé. Et ça pousse assez loin. Hein. Je pense qu'il n'y a pas tant de pays du monde où on peut dire ça, accepter ça et assurer cette protection. Et quel que soit l'emploi, au fond, voilà, il y a ce droit au congé.